Is the AI market in a bubble? We see signs of an AI bubble. There could be an AI bubble. Is the AI market in a bubble? That's what OpenAI CEO Sam Altman. Il y a un peu moins de 15 jours, Oracle annonce un deal historique avec OpenAI, 300 milliards de dollars sur 5 ans. Les marchés explosent, l'action Oracle bondit de 25% en une journée, les analystes parlent de génie stratégique. Oui, enfin, OpenAI ne prévoit d'être rentable qu'en 2030 et ne génère pour l'heure que 12 milliards de dollars de CA par an. Pourtant, le géant vient de s'engager à dépenser 300 milliards qu'elle n'a pas. Oracle, de son côté, n'a même pas encore les data centers pour lesquels elle va devoir emprunter des centaines de milliards. Autrement dit, une entreprise qui ne peut pas payer promet de l'argent à une entreprise qui n'a pas encore construit ce qu'elle vend et Wall Street applaudit. Du génie. Vous commencez à voir le problème ? L'argent tourne en rond, tout le monde se finance mutuellement. Tant que la musique joue, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et personne ne s'inquiète de voir qu'au centre de cette farandole, le roi est nu. Le château de Sa Majesté ne tient que par une seule chose, la croyance que l'IA va rapporter des fortunes. Pendant ce temps, sur les marchés, tous les indicateurs historiques de bulles clignotent rouge. Les valorisations n'ont jamais été aussi hautes depuis la bulle Internet de l'an 2000. La croissance économique américaine dépend presque pour moitié de l'IA. Les 7 plus grosses entreprises tech représentent plus d'un tiers du SP500. Si cette bulle explose, elle emportera tout sur son passage. Des millions d'épargnants à genoux, vos placements, vos assurances vie, vos actions et peut-être même votre emploi. Mais si elle continue de gonfler, vous ratez peut-être la plus grande opportunité d'investissement de la décennie. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est dans la plus grosse bulle financière de l'histoire ? Parce que bulle ou pas, ce qui compte, c'est comment vous gérez le risque aujourd'hui et comment vous vous adaptez pour investir intelligemment, quelle que soit la fin du film. Comme vous le savez, le groupe Macro Insider a dû fermer ses portes le 7 juillet dernier pour accueillir au mieux les nombreux membres qui nous ont rejoints. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous laisser de côté. Un système de liste d'attente a été mis en place pour vous permettre d'être averti en avant-première. Si vous avez manqué le coche et êtes intéressé pour rejoindre le groupe, rendez-vous en description pour le lien. Pour rappel, Macro Insider est le premier groupe francophone à démocratiser la stratégie Global Macro, utilisée par les milliardaires depuis des décennies pour traverser les crises et faire prospérer leur patrimoine. Cette méthode a permis de générer plus 4,7% en 2008 quand le marché s'effondrait, moins 1,6% seulement en 2020 et un impressionnant plus 8,98% en 2022 pendant la débâcle des bourses mondiales. Concrètement, vous accédez à des rapports macro tous les mois, 3 portefeuilles clés en main en fonction de votre profil, un groupe d'entraide et bien plus encore. Plus besoin de tickets d'entrée à 7 chiffres, nous avons adapté la rigueur des pros à votre portefeuille. L'inscription à la liste d'attente est gratuite et sans engagement. Cliquez sur le lien en description pour sécuriser votre place et être parmi les premiers informés de la prochaine ouverture. Bienvenue sur Money Radar. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord saisir le concept de vendor financing. C'est un système où une entreprise prête de l'argent à son client pour que ce client puisse lui acheter ses produits. Brillant, non ? Vous pouvez annoncer que vos ventes explosent. Vos clients sont contents, tout le monde applaudit. Le seul petit détail, à aucun moment de l'argent réel n'est entré dans votre caisse. C'est exactement ce qui se passe dans l'IA en ce moment. Nvidia investit 100 milliards de dollars dans OpenAI qui va utiliser cet argent pour acheter des puces. Résultat, Nvidia peut annoncer des ventes records. OpenAI peut dire qu'elle lève des milliards, les deux actions s'envolent. Mais au final, Nvidia n'a fait que se payer elle-même. AMD pousse la logique encore plus loin, elle donne à OpenAI la possibilité d'acheter gratuitement jusqu'à 10% de ses actions. OpenAI pourra les revendre plus tard et utiliser cet argent pour acheter des puces. C'est du génie ou de la folie, selon le point de vue. On a donc bouclé le cercle parfait, l'argent tourne en boucle entre les mêmes acteurs, chacun finance l'autre et tout le monde affiche des chiffres spectaculaires. Amazon investit dans Anthropic, concurrent d'OpenAI. Anthropic utilise les serveurs AWS qui achètent des puces Nvidia. Meta dépense 40 milliards par an en infrastructure IA pour acheter des puces Nvidia. Google, pareil, des dizaines de milliards destination Nvidia. Nvidia est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde avec 4 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, plus que l'ensemble du CAC 40. Mais voilà le problème. Ces contrats géants reposent tous sur une hypothèse, que les revenus vont suivre, que l'IA va générer des milliers de milliards de profits. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en voit pas la couleur. OpenAI brûle 10 milliards par an et vise la rentabilité en 2030 si tout va bien. Son chiffre d'affaires, 12 milliards. Ses engagements de dépenses, plus de 1000 milliards sur les 5 prochaines années. Faites le calcul. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est devenu la norme dans toute l'industrie. Oracle s'engage sur 300 milliards qu'elle devra emprunter.
Son ratio dette sur fonds propres est déjà de 500%, 5 fois plus que Microsoft et 10 fois plus que Meta. 40% de la croissance économique des États-Unis dépend maintenant des investissements dans l'IA, pas des revenus, des investissements. Autrement dit, l'économie grandit parce que les entreprises dépensent des centaines de milliards à construire des data centers et à acheter des puces. Sur les marchés, les 7 plus grosses entreprises tech pèsent maintenant 36% du SP500, plus d'un tiers de l'indice boursier américain. Et depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, ces 7 entreprises ont généré 75% de la hausse totale du SP500. Quant au reste du marché, il stagne. Pire, si on retire les Magnificent Seven, le marché américain ne performe pas mieux que le marché européen. JP Morgan l'a dit sans détour. Les actions liées à l'IA ont représenté 75% des rendements du SP500, 80% de la croissance des bénéfices et 90% de la croissance des dépenses d'investissement depuis le lancement de ChatGPT. Quelques entreprises dépensent des sommes folles, certaines que les profits vont exploser et que les milliards vont pleuvoir. Mais pour l'instant, le retour sur investissement, zéro. Tous les indicateurs sont au rouge. Et ça commence à inquiéter sérieusement. Parce qu'on a déjà vu ce film il y a 25 ans. Dans les années 2000, tout le monde investissait dans les dot-com. Les entreprises levaient des milliards sans jamais faire de profit, on disait que ça viendrait plus tard. Global Crossing avait levé des fortunes pour construire des câbles sous-marins en fibre optique. L'entreprise valait 47 milliards au plus haut. 2 ans plus tard, elle était en faillite. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. La différence aujourd'hui, c'est que l'échelle est 10 fois plus grande. D'autant qu'il y a des problèmes encore plus concrets que ceux dont on vient de parler. Des problèmes physiques, tangibles. Premier problème, l'énergie. Pour faire tourner tous ces modèles d'IA, OpenAI a besoin de data centers, beaucoup de data centers, d'énormes data centers. D'après les estimations d'OpenAI elle-même, le deal avec Oracle nécessite 20 gigawatts de puissance électrique. 20 gigawatts, c'est 10 fois l'énergie nécessaire pour envoyer Marty McFly dans le futur. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 20 centrales nucléaires ou de 4 fois le barrage Hoover. Le problème, c'est que ces centrales n'existent pas. Il faudrait les construire. Et aux États-Unis, le réseau électrique est déjà à bout de souffle. Certaines régions connaissent des délestages l'été à cause de la climatisation. Dans la région PJM, qui alimente une grande partie de la côte est américaine, 70% de l'augmentation des coûts d'électricité l'année dernière est due aux data centers. Les entreprises IA promettent de construire leur propre centrale, mais construire une centrale nucléaire, ça prend 10 ans minimum. Et pendant ce temps, on fait comment pour alimenter les data centers qu'on est censé livrer l'année prochaine? Deuxième problème, l'argent, enfin le vrai argent, pas celui qui tourne en rond. Pour financer toute cette infrastructure, data center, puces, énergie, il faut des sommes colossales. Morgan Stanley estime qu'il faudra investir 2 900 milliards de dollars d'ici 2028 dans les data centers mondiaux. Les géants de la tech peuvent en financer une partie avec leur propre liquidité, mais pas tout. Il manque 1500 milliards. Et toujours d'après Morgan Stanley, 800 milliards de ce trou devront être comblés par le crédit privé. Vous savez, ces fonds d'investissement qui prêtent de l'argent aux entreprises en échange de rendements élevés. Pour une fois, le directeur d'UBS et le FMI sont d'accord. Une bulle est en train de se former dans le crédit privé. On vous en parlait d'ailleurs dans cette vidéo. Et depuis, rien n'a changé. Blackstone Secured Lending Fund, l'un des plus gros acteurs du secteur, vient de toucher son plus bas niveau depuis 2 ans. Blue Owl, un autre géant du crédit privé qui finance justement les infrastructures IA, s'effondre en bourse. Et ce n'est pas un hasard. Ces fonds sont déjà massivement exposés aux consommateurs américains. Au crédit BNPL, acheté maintenant, payé plus tard, aux entreprises surendettées. Bref, on demande à un secteur déjà fragile de débourser 800 milliards supplémentaires pour financer l'IA. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? D'autant qu'en août dernier, le MIT a publié un rapport explosif. D'après cette étude, 95% des entreprises ne trouvent aucun retour sur investissement mesurable dans l'IA. Aucun. Elles dépensent des millions, parfois des milliards, pour intégrer l'IA dans leur processus, et pour l'instant, ça ne rapporte rien. Certains cas d'usage fonctionnent. Le service client automatisé, la génération de code, l'aide à la rédaction, mais rien qui justifie les 300 milliards de dollars de dépenses annuelles actuelles. Et certainement pas les milliers de milliards promis. Quand cette bulle va exploser, et elle va exploser, ce ne sera pas seulement quelques startups qui vont couler, ce sera toute l'économie mondiale qui va trinquer. Et pour les Américains, ça veut dire leur fonds de pension, leur plan d'épargne retraite, tout ce qu'ils ont accumulé pendant des années. Pour nous, Européens, ça veut dire nos assurances vie en unités de compte, nos PEA bourrés de tech américaine, nos ETF qui répliquent le SP500. Les banques aussi sont massivement exposées via leurs prêts aux entreprises tech et aux fonds de crédit privé. Si le crédit privé vacille, les banques vacillent. Si les banques vacillent, c'est 2008 qui recommence. Sauf qu'en 2008, les banques centrales avaient encore des marges de manœuvre, les taux étaient élevés et elles pouvaient les baisser. Aujourd'hui, les taux viennent à peine de remonter, les dettes publiques sont au plus haut, les bilans des banques centrales sont gonflés à bloc. Si ça pète maintenant, on n'a plus les mêmes outils pour éteindre l'incendie et tout le monde le sait, mais personne ne veut être le premier à sortir du casino. Voilà, je vous ai convaincu, vous vous dites peut-être, c'est sûr, on est dans une bulle géante qui va exploser. Et comme dirait ce bon Zuckerberg, probablement,
Sauf que finalement, ce n'est pas si simple. Parce qu'il y a aussi des arguments solides de l'autre côté, et ignorer ces arguments serait malhonnête. Goldman Sachs, dans un rapport publié en septembre, a analysé les valorisations actuelles. Leur conclusion ? Les valorisations du secteur technologique sont tendues, mais pas encore à des niveaux historiques de bulle. Le SP500 se négocie à 23 fois les bénéfices attendus. C'est élevé, oui, mais on est loin des 44 fois qu'on a vu en janvier 2000, juste avant le crash .com. Les Magnificent Seven ? Nvidia se négocie à 32 fois les bénéfices futurs, Microsoft à 32 fois, Apple à 32 fois. Cisco, en 1999, se négocie à 97 fois les bénéfices, Oracle à 92 fois, eBay à 352 fois. On n'est tout simplement pas au même niveau. Contrairement au .com des années 2000, les entreprises d'aujourd'hui génèrent des revenus, et même des revenus massifs. Microsoft fait 245 milliards de chiffre d'affaires, Meta 165 milliards, Google 350 milliards. Ce ne sont pas des startups qui brûlent du cash sans rien rapporter, ce sont des mastodontes ultra profitables. Nvidia a généré 96 milliards de dollars de revenus l'année dernière, avec une marge opérationnelle de 62%. Les bilans sont solides, Apple a 162 milliards de cash, Microsoft 80 milliards, Meta 65 milliards. Ces entreprises peuvent se permettre de dépenser des dizaines de milliards en R&D et infrastructures. Et contrairement à la bulle .com où des centaines d'entreprises bidons levaient des millions, aujourd'hui la concentration est extrême. L'IA, c'est une poignée de géants, moins de dispersion, moins de déchets et plus d'efficacité. Enfin, dernier argument, historiquement, quand tout le monde crie à la bulle, ce n'est justement pas le moment où elle explose. Le Nasdaq était à moins de 2000 points quand il a dit ça. Il a grimpé jusqu'à 5000 avant de s'effondrer. Si vous aviez vendu en novembre 1998, vous auriez raté un doublement du marché. Alors oui, il y avait une bulle, mais timer le marché est impossible. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est pareil. Peut-être que tout le monde a crié à la bulle trop tôt, que ça va encore monter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. La vraie question c'est, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Parce qu'il y a 3 types d'investisseurs face à cette situation et chacun a sa logique. Les prudents se disent, les signaux d'alarme sont là, le risque est trop élevé, ils réduisent progressivement leur exposition aux valeurs tech, ils se couvrent avec de l'or, des matières premières, ils diversifient géographiquement vers l'Europe, le Japon, et surtout ils gardent du cash. Beaucoup de cash pour acheter quand tout le monde vendra. Le risque, si ça continue de monter pendant 2 ans, ils ratent 50% ou 100% de gains. C'est douloureux. Les opportunistes se disent « la tendance est mon ami ». Tant que ça monte, je reste investi, mais ils mettent des stop-loss stricts à 15-20%. Ils surveillent les signaux d'alerte, le crédit privé, les problèmes d'énergie et la concurrence chinoise. Et dès que ça commence à sentir le roussi, ils sortent rapidement. Le risque, les crashs sont violents et rapides. Votre stop-loss à 15% peut se déclencher à moins 30% si ça dégringole du jour au lendemain. Les contrariants se disent « c'est une bulle, point ». Ils shortent les valorisations les plus folles, ils jouent la volatilité plutôt que la direction. Ils se positionnent sur les pelles et pioches, ASML, TSMC, qui vendent aux chercheurs d'or plutôt que de chercher eux-mêmes. Et ils préparent leur liste d'achat pour l'après-crash. Le risque ? Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Shorter une bulle qui continue de gonfler, c'est la ruine assurée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Quel que soit votre choix, ayez un plan. Sachez à l'avance ce que vous ferez si ça monte encore de 30% ou si ça chute de 30%. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion, ni par l'euphorie, ni par la panique. Si les bulles finissent toujours par éclater, toujours, elles peuvent durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Et même après l'explosion, ceux qui avaient raison trop tôt ont perdu autant d'argent que ceux qui avaient tort. Pendant que les indices européens plongent, ceux qui ont la bonne stratégie s'adaptent et prospèrent. Macro Insider a fermé ses portes le 7 juillet pour accueillir au mieux les nombreux membres qui nous ont rejoints, mais une liste d'attente est ouverte pour la prochaine session. C'est le moment parfait pour nous rejoindre. Tarifs douaniers, géopolitique tendue, marché volatile, exactement le type d'environnement où la Global Macro excelle. Inscrivez-vous gratuitement sur la liste d'attente, le lien est en description. Vous serez parmi les premiers informés et aurez un accès prioritaire. Et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.